Salut à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre premier invité ce matin, c'est Maître Elad Chakrina qui est avec nous. Avec lui, on va revenir sur cette histoire, j'allais dire l'affaire Rivaux, l'affaire de l'inspectrice, l'affaire du vice-rectorat, peut-être même l'affaire de la préfecture. Chakrina, bonjour. Maître Chakrina, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on peut lire dans France Mayotte ce matin, Rivaux contre-attaque. Vous défendez effectivement le SNUPP dans cette histoire. C'est pas que vous défendez, c'est que vous êtes avec celui qui attaque. Alors, juridiquement, ça se passe comment ? Qu'est-ce que vous attaquez ? Pourquoi ? Comment ? Là, tout nous intéresse. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il existe deux types de procédures en pénal lorsque on veut mener une action de cette nature pour démontrer qu'une infraction a bien été commise. Oui. Vous pouvez soit passer par la plainte, donc une plainte déposée soit auprès des forces de l'ordre ou bien soit auprès du procureur. Ou bien l'autre spécificité, c'est ce qu'on appelle la citation directe, c'est-à-dire que lorsque on connaît l'identité de la personne et que on dispose d'éléments de preuve susceptibles en tout cas d'être traduits devant la justice, à ce moment-là on saisit directement le tribunal correctionnel, on demande une date d'audience et ensuite on apporte les éléments de preuve nécessaires qui seraient donc de nature à prouver les faits que nous dénonçons. Alors pourquoi ne pas amener et faire cette plainte comme ça se fait régulièrement, soit au commissariat, soit à la gendarmerie, soit effectivement directement auprès du procureur, puisque vous dites avoir les preuves, pourquoi ne pas aller directement au procureur et suivre cette procédure classique ? Pourquoi prendre une procédure un peu exceptionnelle ? Parce que quand vous passez par la plainte, vous savez très bien que par moment l'enquête peut prendre un peu plus de temps. Donc pour des raisons de délai, il nous paraissait quand même il était tout de même assez important pour nous en tout cas, à ce qu'il puisse y avoir une action un peu plus rapidement, puisque les chefs d'accusation dont il est question ici, nous avons une incitation à la haine raciale, nous avons aussi une injure publique. Donc le temps nous est compté, et puis aussi il faut savoir que quand on dispose des éléments de preuve nécessaires, on pense qu'à mon avis, nous pensons qu'on pourra parfaitement bien traduire les personnes concernées, la personne concernée en tout cas, devant la justice. Alors les éléments de preuve dont il est question ici, vous l'avez parlé dans votre journal, il s'agit d'un enregistrement audio. Et le code de procédure pénale est formel là-dessus, ainsi que la jurisprudence. C'est-à-dire qu'on peut rapporter tout mode de preuve, puisque le mode de preuve ici est complètement libre. Par conséquent, étant donné que nous avons un enregistrement audio qui serait de nature en tout cas à démontrer les faits que nous dénonçons, à ce moment-là, aucun problème ne se pose pour qu'on puisse saisir le tribunal correctionnel. Est-ce qu'on n'est pas, je sais pas, je pose la question, Samuel, vous pouvez évidemment réagir là-dessus, est-ce que cette histoire n'est pas un peu disproportionnée, peut-être pour une erreur de langage ou quelque chose qui n'aurait jamais dû être dit là-dessus, on est d'accord, on va se retrouver au tribunal, saisi direct, le procureur qui fait une enquête d'un côté, l'autre côté le juge qui va être saisi directement, est-ce que c'est pas un peu disproportionné tout ça ? Non, pas du tout, parce que je pense qu'il arrive un moment où il faut savoir dénoncer des situations qui sont vraiment périlleuses. Parce que les propos que nous avons entendus, en tout cas, sont extrêmement graves. Je vous rappelle juste que c'est un délit, puisque ce que nous dénonçons, nous, c'est qu'il s'agit ici d'une incitation à la haine raciale, mais aussi d'injure publique, et c'est un délit. Et personne n'est au-dessus de la loi. Encore moins, évidemment, les personnes qui sont censées donner l'éducation, l'exemple en matière d'éducation, puisque vous savez que le rôle, en tout cas, de l'éducation nationale, c'est quand même de veiller avant tout, c'est d'avant tout de mener une bonne politique publique en matière d'éducation. En tout cas, dans ce cas de figure, pour la personne qui sera citée devant un tribunal correctionnel, c'est aussi de conseiller aussi les enseignants. Donc, où va-t-on si maintenant les personnes qui sont censées donner une bonne éducation aux enfants bafouent la loi en toute impunité ? Alors revenons sur ces preuves. Après, on va donner la parole à Samuel Bocher. J'ai pu écouter cette bande que nous avons en notre possession. On a pu également écouter et voir en vidéo, le témoignage de l'un des parents d'élèves. Alors, c'est vrai que sur la bande audio, on entend bien cette inspectrice parler, expliquer certaines choses, mais pour une partie de ce qui lui est reproché, pas la totalité. Notamment la dernière partie, quand elle parle de la boue, etc., etc. Là, c'est très clair. Elle le dit clairement, on entend. Sur la première partie, c'est moins évident.
ce sera au juge à ce moment-là de dire si oui ou non il tient compte de ces éléments de preuve. Ouais. Donc, est-ce qu'un enregistrement fait à l'insu de la personne peut être accepté au tribunal? Totalement. Lorsqu'il On n'a pas le s'agit droit d'enregistrer à l'insu et s'en servir. totalement, lorsqu'il s'agit en tout cas d'une action pénale. Ouais. Lorsqu'on est en civil, il s'agit ici d'une preuve déloyale. Donc il est vrai que une assignation peut être irrecevable. Mais on est en pénal et par conséquent, l'article 427 est formel là-dessus. La jurisprudence, je rappelle juste que l'affaire avec Bettencourt, il y avait bien eu des enregistrements à l'insu d'une personne. La Cour de cassation avait rendu son arrêt du 31 janvier 2012 et avait en tout cas reconnu cet enregistrement comme mode de preuve. Pareil aussi pour un arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2012. Donc ici, on voit bien qu'en tout cas, c'est un mode de preuve qui est parfaitement bien reconnu, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question à vous poser, maître. Moi, je vais m'en tenir à la procédure, comme nous avons la chance de vous avoir sur le plateau. Donc, maître, imaginons donc, que dans votre procédure, en effet, il y ait condamnation de cette fonctionnaire. D'accord ? Donc, elle est condamnée, vous obtenez gain de cause. Et à côté de ça, l'enquête du procureur est bouclée et il dit il faut poursuivre. Comment ça se passe ? De son côté, sa procédure continue ? Elle peut être condamnée 2 fois pour des mêmes faits ? Ou comment ça se passe dans ces cas-là ? Non, il y a 2 enquêtes là. On ne peut pas être condamné 2 fois pour les mêmes faits. Parce que vous avez, comme je vous l'ai dit, le principe du cumul plafond. Nous, en tout cas, de notre côté, puisque vous savez que c'est, comme je vous l'ai dit, la citation directe de toute manière est à double tranchant. C'est-à-dire que soit on peut avoir gain de cause ici et donc elle peut être à ce moment-là condamnée pour les faits qui lui sont reprochés. Soit maintenant, le juge peut parfaitement bien annuler en tout cas toute forme de demande et rejeter toute forme de demande. À ce moment-là, si maintenant il y a toujours une enquête parallèlement du procureur, peut-être que ça pourrait aussi aboutir à d'autres sanctions. Mais ce que nous voulons en tout cas, c'est avant tout sur l'action, c'est aussi symbolique parce qu'on ne peut pas tenir des propos pareils lorsqu'on occupe une telle fonction envers une population et par conséquent vous savez très bien que si maintenant vous laissez faire, c'est la porte grande ouverte et c'est pas possible. Qu'est-ce que vous attendez comme type de sanction ? Qu'est-ce que vous attendez du tribunal sur cette histoire ? Vous vous demandez quoi ? Nous attendons rien à part ce qui est décrit, ce qui est inscrit par le code pénal, c'est-à-dire que le code pénal est formel là-dessus en tout cas. La loi de 1881 relative à la liberté de la presse dit très clairement que l'incitation à la haine raciale est punie d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. À ce moment-là, ensuite, ça sera au juge de juger si maintenant, en effet, les faits relèvent bien de cette accusation, de ce chef d'accusation, et si maintenant, en effet, la sanction doit être adaptée, assouplie, là, maintenant, ça sera la décision du juge. Flo, une réaction ? Tiens, j'ai mangé ma question. Ah oui, non, excusez-moi, sa fonction, sa qualité d'inspectrice dans l'éducation nationale, est-ce que c'est une circonstance aggravante ou pas ? Bien, disons que là, on vise avant tout la personne. On vise pas le titre. Ouais. Donc, ni l'institution qui est derrière. On vise pas l'institution qui est derrière. On vise une personne en particulier qui aurait tenu des propos, en tout cas en comité public, puisqu'on estime qu'il s'agit bien ici d'un comité public, même si c'était dans un espace restreint, puisque les personnes qui étaient présentes ne sont pas toutes de l'éducation nationale. Et par conséquent, on peut dire que c'était un espace public. C'est avant tout un particulier qui est visé, ce n'est pas l'institution. D'accord. Sam ? Alors, il y a une audience qui est prévue, on la cite dans France Mayotte aujourd'hui, c'est le 4 novembre. Mais le 4 novembre, ce ne sera pas des plaidoiries ou avec un procès qui va débuter. Qu'est-ce qui va se passer ce fameux jour-là ? Alors, le 4 novembre, déjà, ça veut dire que le juge aura pris connaissance de notre citation directe, qui aura été envoyée à la partie adverse par voie d'huissier. À ce moment-là, le juge nous dira, il va fixer une autre date d'audience et une consignation à ce moment-là sera également fixée par la suite. Une consignation, c'est une somme d'argent. C'est une somme d'argent, voilà, tout à fait. C'est une garantie pour que, en tout cas, la personne qui a l'origine de la citation directe puisse apporter cette caution, si on peut dire ainsi, qui lui sera rendue à ce moment-là lorsque cette personne obtient gain de cause par la suite. Qui met en place cette citation directe ? C'est le SNUPP ? C'est les parents d'élèves ? C'est qu'on appelle ça j'ai mangé une association de défense des droits de l'homme. Voilà, une constitution de partie civile. Qui porte plainte en fait ? Alors, je rectifie juste, c'est pas une plainte bon, en tout cas, les personnes qui sont concernées, bon, il y a le SNUPP, nous avons aussi
Alors bon, l'association des parents d'élèves aussi, qui souhaiterait en tout cas être citée dans cette citation. Et puis bon, évidemment, comme il s'agit aussi ici d'une action, en tout cas on considère que c'est une action raciste, par conséquent nous aurons aussi une association de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie aussi, qui certainement sera aussi dans la citation directe. D'accord, donc pour le moment c'est le SNUPP qui demande cette citation. Tout à fait, oui. C'est ça. Oui, tout à fait. Donc Rivaux. On peut pas dire que c'est seulement Rivaux. Ouais. Disons que Rivaux a aussi un conseil. Rivaux a aussi un conseil et il se trouve que lors de notre discussion, sans dévoiler, sans en tout cas sortir du secret professionnel, mais il nous paraissait en tout cas plus opportun de passer par cette voie. Ouais. C'est nouveau, Samuel, ce genre de plainte, au-delà de la procédure. Hein, c'est pas une plainte. De se plaindre auprès du tribunal, en tout cas, et demander l'arbitrage du tribunal, c'est nouveau tout de même. C'est pas nouveau. Moi, on découvre parce que c'est pas employé de manière régulière. Pourquoi ? Parce qu'il faut des éléments de preuve. Dites-moi si je me trompe, maître. Hein. Il faut suffisamment d'éléments, de cartouches, comme on peut dire, pour tenter d'aller au tribunal. Parce que si jamais on en a pas assez, on risque gros, en fait. Exactement, tout à fait. On peut se retrouver à la barre avec un juge qui vous dit non mais vous avez complètement tort, c'est pas des preuves, et c'est là où on peut se retourner contre vous pour diffamation publique ou injure publique. Tout à fait, oui, tout à fait. Donc là il y a des conséquences pour la personne qui attaque. Exactement. C'est un couteau à double tranchant ? Ah oui, totalement, bien sûr. Mais maintenant... Vous estimez que vos preuves sont suffisamment costauds pour aller au bout ? C'est le cas, oui, bien sûr. Ouais. Sinon, on n'irait pas jusqu'au bout. Ouais. Ensuite, ça ne sera pas à nous, évidemment, de dire si c'est le cas ou non, puisque cette décision reviendra au juge. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que les enregistrements audio sont considérés comme un mode de preuve, et nous estimons que nous avons suffisamment d'éléments là-dessus pour, en tout cas, aller jusqu'au bout de notre action. Flo ? Moi j'ai une petite question, parce que souvent le langage juridique est pas tout à fait le même que le langage normal. La différence entre être qualifié de quelque chose qui rentre dans le coup du racisme et dans l'incitation à la haine raciale. C'est quoi la différence ? Dans l'incitation, on entend le fait d'inciter les autres. Oui, tout à fait. Quand on incite, ça veut dire que on veut aussi persuader, on a aussi un auditoire, on a des témoins, et on a aussi une action, en tout cas des propos qui sont haineux, qui sont aussi violents. Et là, c'est le cas. Alors là, on file vers une procédure donc pénale devant le tribunal correctionnel, mais qui ne ferme absolument pas la porte pour une procédure au civil. Les associations peuvent se constituer partie civile justement et demander réparation, et notamment grâce à ce procès aussi. De toute manière, dans une citation directe, il faut savoir que pour ce qui est des personnes qui sont à l'origine, on demande une réparation du préjudice subi. Ensuite, maintenant, on s'en tient aux réquisitions du ministère public, qui lui, à ce moment-là, procédera à ces réquisitions ou non. Ensuite, le tribunal, au juge de décider si maintenant il va suivre ou non les propos des uns et des autres. Mais quoi qu'il en soit, nous, notre rôle, en tout cas, c'est de dire, nous avons des faits qui, en tout cas, sont constituent un délit et sont punis par le code pénal, et nous demandons des dommages et intérêts. Parce que le juge peut, le 4 novembre, refuser la procédure, la citation directe, en disant non, vos preuves sont pas suffisantes, je refuse d'aller plus loin. Il peut faire ça ? Ça arrive rarement, mais... Tout est possible. Ouais, enfin, j'imagine que vous n'y allez pas non plus la fleur au fusil, vous avez suffisamment d'éléments pour que le juge... Mais en principe, pour ce qui est ce ne sera pas le 4 novembre, à ce moment-là, que le juge pourrait dire ça, puisque, comme je vous l'ai dit, la consignation a pour but de constituer une sorte de caution de garantie, puisque donc ça veut dire qu'il y aura forcément une autre audience, et à la suite de cette audience, ça sera là que le juge pourra déterminer si oui ou non nous avons les éléments... Même procédure que dans le cas d'une diffamation contre un journal, la presse, ou etc., etc. C'est la même procédure en fait. Hein. Oui. Avec une consignation, avec... Oui, tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Maître Chacrina, d'être venu merci sur ce plateau. On y voit un peu plus clair. Donc, premier rendez-vous le 4 novembre pour une histoire qui pourrait tourner au vinaigre. Allez, tout de suite, la suite de nos programmes.